Alors avant de commencer, je voudrais évidemment remercier les organisateurs, les intervenants aussi, et même si il a disparu, Monsieur QR, puisque son invitation à mon égard témoigne de son souci d'écouter la jeune recherche pour des thématiques assez importantes et qui nous concernent tous. À l'origine de nombreuses heures à fréquenter la salle de lecture des archives départementales de la Gironde, un sujet de thèse intitulé « Le change, la théorie face à la pratique bordelaise de la seconde modernité », donc une thèse en histoire du droit des affaires. C'est un travail qui propose une étude de la lettre de change et de son épanouissement de 1673 à 1789 dans un cadre local et plus spécifiquement la thématique est celle de faire le pont entre le droit et les affaires. C'est-à-dire mettre en dialogue les contributions à l'étude ou à l'analyse du change, les prescriptions qui président ou précisent sa mise en œuvre, ainsi que le maniement quotidien des instruments qui y sont liés, et donc l'établissement de tout acte concret au comptoir, au palais et à l'étude notariale. C'est donc un champ d'investigation qui nous invite à explorer des opérations économiques et juridiques, mais surtout à saisir des comportements, des pratiques et des voyages faits d'expérimentation et de rencontres. Donc on a ici deux approches qui sont les miennes, en apparence contradictoires, ou en tout cas du moins elles supposent des outils méthodologiques assez différents. Derrière cet embarras, c'est vraiment mon rapport aux archives qui est questionné, à savoir comment adapter un point de vue macro sans délaisser une vision circonstanciée au plus près de la vie du droit au contact du commerce. Donc c'est une problématique qui nous amène à replacer au centre de nos préoccupations un triptyque qui a été mentionné, que je vais réutiliser un peu d'une façon différente. Donc comme professeur Papy l'a mentionné, les derniers sont souvent les victimes de la répétition. Je vais essayer d'apporter un point de vue un peu différent. Donc un triptyque, celui du fonds d'archives. Et j'insiste ici, il ne s'agit ni des archives avec un grand A, ni des archives avec un petit a, mais bien le fonds d'archives, le document et la donnée. Donc pour le fonds d'archives, je me fais l'économie d'une définition puisqu'on en a beaucoup parlé. Je me risque à une définition non dogmatique, mais simplement pour pouvoir envisager mon propos du document, à savoir les traces laissées par les hommes et les femmes d'autrefois, les indices qui permettent tout simplement de reconstituer le fait historique, des actes qui peuvent faire l'objet d'une mesure, d'une traduction chiffrée qui en facilite l'analyse, et c'est ici la donnée telle que je la comprends, donc une donnée fabriquée à partir de documents. L'étude conjointe du document et de la donnée m'a permis de relever l'importance du fonds d'archives en tant que tel, comme support de la recherche et réceptacle de la science historique. C'est un ensemble indissociable qui dispose lui-même d'une histoire et cet élément offre quelques pistes de réflexion que j'aborderai sur le processus de numérisation et les nombreux débats qu'il soulève. Donc, par rapport à mes recherches, le recours à une palette d'archives très diversifiée, dont la qualité et la quantité sont souvent inégales, est nécessaire pour reconstituer la question du change bordelais dans toutes ses réalités. C'est mon objectif. Les pièces réunies appellent cependant le temps de la réflexion concernant l'appareil heuristique à mobiliser. Si la profusion des sources exploitables rend nécessaire de systématiser nos recherches par le recours aux données, le document, on le verra, demeure la pierre angulaire du fonds d'archives et ne doit pas disparaître après avoir été produit. Concernant le recours aux données, en raison du contexte de l'environnement juridique et économique de la seconde modernité bordelaise, les archives départementales de la Gironde centralisent heureusement pour moi un important corpus qui nous a été possible de composer. Rapidement, les documents ont été localisés à travers 4 séries principales, 1B pour le Parlement de Guyenne, 7B pour la juridiction consulaire et le Fonds des négociants, C pour l'intendance de Bordeaux et la Chambre du commerce, et enfin 3E pour les minutes notariales. Les écrits ainsi recueillis correspondent à une multitude de lieux, d'actes et d'acteurs. Et très rapidement, je vais mentionner les acteurs, à savoir des juristes, magistrats et notaires, des négociants, commerçants en gros et en détail, des banquiers, des armateurs ou encore des courtiers, mais aussi des agents royaux comme l'intendant. Concernant les lieux de production, évidemment, je l'ai vite fait évoquer, le comptoir, le prétoire, l'étude notariale, le bureau de l'intendance ou la chambre du commerce. Et enfin, concernant les actes, des actes juridiques sous seing privé, des actes juridiques authentiques, des décisions de justice, des consultations commerciales, des échanges épistolaires de personnes privées et publiques.
La lecture de cet ensemble hétérogène est assez difficile, d'autant qu'il est indispensable de ne pas étudier chaque fond séparément, mais de procéder à des rapprochements aux fins des séries, mais aussi entre les séries. Et dans ce cadre, toute description et tentative de compréhension directe des sources se heurterait à d'inévitables approximations, des confusions, des raccourcis idéologiques et des comparaisons assez hasardeuses. L'objectif n'est pas de tirer des conclusions arbitraires à la suite de l'observation d'une poignée de lettres de change, des conclusions qui seraient associées à celles tirées de l'observation des correspondances des négociants, conclusions qui seraient aussi associées à celles des mémoires communiquées entre les agents royaux. Une telle entreprise serait sans valeur et sans saveur, car peu soucieuse de la richesse des fonds d'archives. Il est difficile d'extraire donc tout enseignement de cet ensemble d'informations avec les méthodes traditionnelles qui relèvent de l'analyse des textes juridiques. L'utilisation de données en ayant recours à une logique quantitative, je précise logique puisque je n'ai pas la prétention de faire de l'histoire quantitative, donc cette logique quantitative permet de pallier cette impasse. Donc l'objectif est d'employer des mesures synthétiques et des indications statistiques pour réduire la subjectivité de notre analyse en incluant des variables, et plus encore, l'objectif est de constituer des séries d'unités homogènes et comparables afin de pouvoir en mesurer la nature, l'intensité et l'évolution. Donc l'étape finale de ce processus repose sur l'établissement de moyennes des opérations et des caractéristiques les plus représentatives ou les plus originales de l'activité bordelaise. Cette mesure des données doit toutefois s'adapter au fonds concerné. Le fonds reste ici un élément central. Certains fonds peuvent faire l'objet d'une appréhension exhaustive, alors que d'autres nécessitent une méthode d'échantillonnage qui elle-même doit se conformer aux singularités de chaque groupe de pièces. Par exemple, les consultations sous forme de paraires ont été rendues par une institution unique, la Chambre du commerce, et inscrites dans des registres prévus à cet effet. Pas vraiment de difficulté. En revanche, celles qui concernent le change peuvent être facilement repérées et rassemblées avec exhaustivité. En revanche, les lettres de change représentent une masse d'actes variables dans le temps, dans l'espace et selon les catégories socio-professionnelles. On peut commencer ici par un rigoureux sondage, suivant une logique assez structurée pour que les spécimens soient employés dans une vraie monographie. Plus encore, si un choix raisonné par type paraît un critère solide pour les sondages, le tirage au sort est parfois une méthode secondaire incontournable selon les opportunités des fonds, qui ne recouvrent pas toujours une unité de temps sans saccade, ni d'ailleurs des éléments dont la pertinence est immédiatement identifiable. C'est le cas des lettres de change, mais aussi des correspondances et de la comptabilité. Il est possible de sonder ces éléments selon les catégories socio-professionnelles, à des intervalles plus ou moins réguliers, mais nous ne pouvons ensuite effectuer la sélection des actes eux-mêmes sur des critères qualitatifs. La présentation de résultats axiomatiques et chiffrés, quoi qu'il en soit, ne doit pas réduire les fonds d'archives à des réservoirs de ressources destinés à alimenter des bases de données. C'est toute une perspective sociologique et de psychohistoire qui nous serait inaccessible car les fonds d'archives sont avant tout des lieux de production. Ce sont des éléments vivants qui conditionnent la manière de traiter les documents et de former les données. La prise en compte de cet aspect est pour nous indispensable pour obtenir la juste compréhension des phénomènes que nous voulons étudier. D'ailleurs, et il a déjà été cité, comme le rappelle Michel de Certeau, je cite, « Tout commence avec le geste de mettre à part, de rassembler, de muer ainsi en document certains objets. Et il faudrait ajouter, tout finit également par le document, qui, comme un leitmotiv, doit revenir sans cesse à notre esprit au cours des recherches. » Puisque l'analyse des données, aussi efficace soit-elle, n'est que rarement suffisante. Elle peut aboutir à une vision fragmentée du sujet, à un schéma réducteur qui encourage la généralisation, voire l'abstraction des observations. Afin de déterminer les causes et les moyens à l'origine des mouvements économiques et des tendances juridiques qui ressortent des chiffres, les documents doivent être mobilisés pour confirmer, infirmer, illustrer, voire préciser le recours à la mesure. Il s'agit donc de dépasser une perception partielle de la question du change en faisant varier notre focale d'analyse par l'enveloppe des cas, c'est-à-dire la prise en compte des actes, de leur matérialité, des auteurs et de leur contexte. Sans ces éléments, les données n'offrent qu'une connaissance pour nous incomplète du change bordelais car elles ne permettent pas de reconstituer le fonds d'archives dans toutes ses dimensions. Si ce dernier est un lieu de production d'écrits qui renferme des données, il est surtout un lieu d'activité humaine. Il recèle des modes opératoires, des conceptions et des idées, une influence à géométrie variable des environnements socio-culturels, religieux, juridiques et économiques. Et d'ailleurs, François Furet disait « L'archive est constituée pour témoigner sur l'événement plus que sur la durée. Elle doit être établie et critiquée pour elle-même et non comme élément d'une série. » Cette citation doit être prise avec évidemment toutes les nuances que l'historiographie a pu montrer depuis qu'elle a été faite.
La prise en compte du document doit insister tout d'abord sur les pratiques textuelles et rédactionnelles. Elles sont assez éloquentes quant au processus d'élaboration des actes, la présence de formules systématisées et donc la normalisation de l'écriture. Dans la même idée, l'imagerie est pleine de sens. L'existence de ratures, d'annotations souligne les aléas quotidiens du maniement d'un support juridique, économique ou épistolaire, des éléments que la donnée ne peut que percevoir superficiellement. Il faut également appréhender les pratiques informelles et procéder à une étude individuelle et comparée des cas. Pour reconstituer une véritable intrigue et s'éloigner d'une simple visibilité de surface, il faut interroger les usages commerçants, administratifs, juridiques, et finalement l'intention narrative ou argumentative de l'auteur, les liens qui peuvent s'effectuer d'acte en acte et de fond en fond. Ces éléments peuvent nous renvoyer à des mécanismes pour ce qui nous intéresse de confiance, de réputation, à des situations de conflit de normes, mais également à l'existence de réseaux, des buts d'influence et de pouvoir. En somme, les mentalités qui animent les actes et qui expliquent les résultats qui sont obtenus par l'approche quantitative. Ces deux angles de vue contribuent à la petite musique de l'archive, propre à chaque fond, mais également à chaque document. Sans elle, la donnée ne serait qu'une estimation abstraite des informations historiques, et l'étude du change bordelais nous apprend toute l'utilité que l'on peut avoir dans l'inscription et la visualisation des sources d'archives. Par exemple, une lettre de change traduit un mouvement économique, mais elle est également un élément de représentation du droit et de l'esprit marchand. Dans le même ordre d'idées, une décision rendue par la juridiction consulaire de Bordeaux est un indice sur les conflits qui jaillissent de la question cambière. Mais elle est aussi affaire de réputation, d'arrangement, de silence et plus généralement d'une manière de rendre la justice. Et tous ces éléments vont nous permettre de souligner les singularités de la rencontre entre le monde juridique et mercantile, et ces éléments permettent de dépasser le simple constat quantitatif d'une régularité des conflits et des questions posées aux juges. De cette façon, afin d'exploiter au mieux le potentiel du sujet, il faut alterner et combiner les approches et les lectures pour vraiment restaurer les fonds d'archives et en comprendre toute l'étendue. Le chiffre qui est destiné à produire un ordre, à construire un langage spécifique, ne peut que représenter, selon nous, imparfaitement la source. Or, bien souvent, les fonds d'archives sont disséqués et fragmentés pour isoler d'abord des documents, puis des données, sans revenir ensuite aux documents. C'est donc un passage du fond au document et à la donnée assez riche d'enseignements, et il soulève surtout de nouvelles perspectives à propos de la numérisation qui, je trouve, devient peu à peu un panégyrique politique dont l'étau se resserre sur la recherche historique, et l'historien du droit, souvent réfractaire aux avancées technologiques, d'ailleurs je n'ai pas de PowerPoint, ce n'est pas un hasard, doit se questionner sur ces affaires et être beaucoup plus poreux qu'il ne l'est. Le caractère indissociable du fonds d'archives et de ses composantes rend très aigu le souci de conservation lors d'une entreprise de numérisation. Or, la politique en œuvre à cette occasion soulève l'enjeu de la sélection de l'information à mettre en valeur, alors que le chercheur doit parfois se plier aux logiques des fonds, qui supposent que ces derniers soient préservés plus ou moins de toute atteinte. Donc évidemment, nos anciennes pratiques sont chahutées par la numérisation, et ce n'est pas un mal. Elle entraîne une transformation des missions de l'archiviste et propose une nouvelle accessibilité des ressources pour le lecteur. Donc, on l'a vu, il peut s'agir de constitution d'inventaires de séries, sous-séries, d'articles, avec une présentation par mots-clés plus ou moins exhaustifs des contenus. Il peut aussi être question de la mise à disposition de véritables banques d'images. L'intérêt est de rendre accessibles des fonds dans leur intégralité ou de favoriser le processus de sondage pour les ressources bien plus nombreuses. Ces deux aspects sont particulièrement déterminants pour l'articulation que nous pouvons voir entre le document et la donnée, et il ne fait pas de doute que la numérisation modifie vraiment les conditions réelles de gestion et de travail sur archives. Je suis particulièrement touché par cette question, puisque le doctorat, en tout cas en droit, est sujet à un raccourci de plus en plus agressif. Les thèses se faisaient en 6 ans, maintenant en 5 ans, bientôt en 4 ans absolument, alors qu'il faut de plus en plus produire, faire des colloques, voyager, faire des réseaux, et donc du coup la question de la numérisation m'intéresse beaucoup, et aux archives départementales je l'ai vécu très bien pour la Chambre du commerce, intégralement numérisée pour les parers, ce qui m'a valu un gain de temps considérable, mais on peut se demander si les fonds pourraient être détériorés et finalement appauvris. L'étude du change bordelais illustre cette question. On voit bien à travers les fonds, les documents et les données exploitées qu'il y a une logique qui doit son existence à la manière dont les éléments ont été assemblés, réceptionnés ou conservés par les individus et les institutions. La numérisation entraîne un processus de traitement souvent intensif des masses,
qui pourrait peut-être fragiliser la cohérence du fond, du document et de la donnée. Et des dérives analogues ont déjà pu être soulignées dans le domaine de l'histoire quantitative il y a quelques années de cela. L'archiviste a toujours le rôle de gardien et de guide, mais il est plus que jamais amené à connaître, à ordonner, à trier et à associer dans des ensembles organiques et désormais numériques les archives. Le mot d'ordre apparaît, la numérisation est soumise à des choix. La question reste de savoir si ces choix sont différents de ceux qui ont déjà pu se poser ou si finalement ils sont peu ou prou les mêmes. Quoi qu'il en soit, les choix peuvent conduire à établir une différence entre ce qui est pertinent, significatif et ce qui ne l'est pas. Cependant, à côté de la frontière entre le normal et l'exceptionnel que l'on veut conserver et valoriser par la numérisation, il existe une quantité de subtilités relevant de l'exceptionnel normal et qui pourraient être oubliées. L'exceptionnel normal pouvant être défini comme l'isolé, le non statistiquement pertinent, mais le plus révélateur finalement d'une situation. Le rapport adressé le 24 mars 2017 au ministre de la Culture et de la Communication par Christine Nougaret, vice-présidente du Conseil supérieur des archives, semble aller dans le sens de certaines craintes. La collecte de l'information à numériser est présentée comme une mission essentielle du personnel des archives, tout va bien. Ce dernier doit, je cite, sélectionner les documents ou données, fin de citation, déterminer les archives essentielles grâce à un procédé de macro-évaluation, c'est-à-dire les archives, je cite, à haute valeur ajoutée, fin de citation, tout en faisant l'économie d'une analyse de toute la production d'une fonction ou d'un producteur. À cela s'ajoute l'inexorable question du financement qui est absente bien souvent du rapport, puisque l'entreprise de numérisation est coûteuse et tous les fonds ne disposent pas du même soutien financier. L'archiviste Jean Luquet a montré que les fonds d'état civil étaient largement soutenus, contrairement à d'autres pour la numérisation. Donc la soumission des archives à une logique de programme, de calcul et de rationalisation, elle existe déjà, on le sait, mais elle est peut-être renouvelée par la numérisation. C'est finalement le risque de fragiliser les lieux de production, de secouer la cohérence des fonds, de séparer le document et de la donnée de leur ensemble pour une mise à disposition pérenne et immédiate. On pourrait dire que l'information hystérique serait alors amputée d'une partie de sa richesse. Elle peut être dissimulée sous des couches successives de classement ou au contraire des formes épurées de présentation. Évidemment, ce ne sont que des suppositions. Il ressort de ces quelques inquiétudes le souci de trouver un équilibre entre le volume des informations, leur accessibilité et leur fiabilité et leur pertinence. À notre sens, la numérisation, ça a été souligné encore une fois avec le professeur Papy, ne doit pas oublier que les archives sont un lieu où se croisent archivistes et chercheurs et l'équation ne doit pas omettre ce second protagoniste. Le besoin de rationaliser les fonds ne peut pas être nié évidemment et le recours à l'inventaire est souvent considéré comme un préalable à toute bonne recherche. Mais il ne faut pas oublier les besoins, les modes opératoires et les habitudes des lecteurs des salles d'archives. Et notamment, l'expérimentation par l'appréhension empirique des sources peut rapidement s'imposer et nécessiter des fonds intacts qui ont subi le moins de manipulation possible. Puisque les fonds ne sont pas des cartons dormants sans vie et sans réalité, chaque ensemble d'archives répond à des conditions d'existence variables, plus ou moins dynamiques et artificielles. La relation entre ces ressources et le public des salles de lecture ne doit pas être négligée, car le chercheur est celui qui, certes, brave le temps, les rythmes subis par les sociétés et les hommes, mais aussi par les archives elles-mêmes. Malgré tout l'arsenal méthodologique qu'il peut employer, il est amené à collecter, parfois au gré de rencontres hasardeuses, de véritables trésors qui ont été oubliés et dont l'apparente banalité ou le caractère isolé peut cacher de très riches perspectives. C'est d'ailleurs une conclusion qu'on peut tirer par ce qui a été évoqué plus haut, avec l'échantillonnage par tirage au sort à la suite de critères de sélection. C'est un exemple de cet état des choses. Mais il peut s'imposer dès les premières recherches et pas simplement à la suite d'une deuxième approche méthodologique. Pour ce qui me concerne, la thématique du courtage, du change, a illustré parfaitement ce constat selon lequel le travail sur archives ne répond pas toujours à une démarche raisonnée. La question du courtage ne concerne aucun fonds dédié et recouvre une grande variété de documents, des correspondances, des lois du roi, la jurisprudence, les délibérations de la Chambre du commerce et l'activité de l'intendance de Guyenne. C'est donc un sujet qui est très éparpillé, et de surcroît, il est isolé parmi des groupes de documents qui, eux, sont plus ou moins cohérents entre eux. Alternativement, un acte qui concerne le courtage peut passer pour une information assez triviale et incohérente, ou au contraire, il peut briller, se distinguer par sa différence et l'originalité de son propos. Dans une perspective de numérisation, en toute supposition, deux options pourraient se présenter. D'une part, ne pas retenir le document qui obscurcit la visibilité d'un inventaire ou d'une banque d'images. D'autre part, regrouper le document avec des écrits analogues, mais qui appartiennent à d'autres fonds. Bon, évidemment, la première solution est assez absurde, elle ne se pose pas vraiment. La seconde semble au contraire assez utile. Mais en réalité, elle risque de dissocier le fond, le document et la donnée, d'appauvrir notre réflexion sur le sujet.
En effet, la place d'un tel écrit dans les archives nourrit vraiment la question du courtage. Elle nous instruit sur l'attention portée à ce sujet par les agents royaux, les relais du négoce, le législateur lui-même, voire les magistrats, et elle permet de comprendre son rapport face à d'autres enjeux et à d'autres intérêts. Si la source est isolée parmi d'autres documents, ce n'est pas pour rien. Ainsi, la méthode dans le dépouillement des archives est la clé de voûte d'un travail historiquement viable, mais elle ne doit pas écarter systématiquement la possibilité d'écouter les fonds, dont le respect doit être placé aussi au centre de nos préoccupations quand on parle de numérisation. On retrouve finalement ici un enseignement assez classique de l'épistémologie historique de Paul Veyne, qui nous rappelle que, je cite, « l'expérience historique est composée de tout ce qu'un historien peut apprendre à droite et à gauche dans sa vie, ses lectures et ses fréquentations ». Je vous remercie de votre attention.